Alors en quelques mots rapides, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je serai extrêmement rapide, pour vous dire simplement que nous avons eu le grand plaisir, la joie de fêter les 5 ans de la Maison pour la Science aujourd'hui, qui est une structure portée par l'Université de Strasbourg avec le rectorat de l'Académie de Strasbourg et initiée dès le début par l'Académie des sciences en soutien national avec la Fondation La Main à la Pâte dont nous sommes les héritiers. Et nous sommes à Strasbourg pour former les enseignants de l'académie à la démarche d'investigation, aux sciences vivantes, dans une démarche de co-construction de nos actions entre des formateurs pédagogiques de l'éducation nationale et des chercheurs des universités d'Alsace, donc Université de Strasbourg et Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Donc nous avons ce grand plaisir de vous annoncer que la Maison pour la Science, qui avait été soutenue pendant 5 ans par les investissements d'avenir, poursuit son activité à durée indéterminée au sein de l'Université de Strasbourg avec le soutien du rectorat et toujours du réseau national des Maisons pour la Science avec la Fondation La Main à la Pâte et l'Académie. Et c'est donc dans ce contexte que M. Michel Serres nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation et de venir ce soir nous parler de sciences et société. Et donc je laisse la parole à Béatrice Salvia, qui est la directrice adjointe de la Fondation La Main à la Pâte et qui nous fait aussi le grand plaisir d'animer cette discussion avec Michel Serres. Très bonne soirée. Merci Mélodie. Je n'ai pas vérifié que le micro marchait, mais il me semble qu'il marche. Il faut d'abord remercier les présents d'être venus à la conférence alors que l'équipe de football aujourd'hui joue son accès en première division. Vous voyez. Ils ont un mérite considérable d'être venus. C'est un mérite d'austérité. Cher Michel Serres, à l'occasion du 5e anniversaire de la Maison pour la Science en Alsace, vous avez souhaité évoquer le passionnant sujet science et société, cette relation entre science et société. Et pour commencer, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le monde actuel, celui dans lequel nous vivons, du monde dans lequel vivait, par exemple, le mathématicien Henri Poincaré au 19e? Je crois que cette question est bien posée, Béatrice, parce que le nom de Poincaré arrive vraiment à point nommé. Voyons, Poincaré publie ses réflexions sur la mécanique céleste exactement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est lui presque qui fait l'articulation entre les deux siècles. Or, au siècle précédent, c'était justement Laplace qui, à la fin du XVIIIe et au début du XXe, entre 1796 et 1803, a écrit son grand traité de mécanique céleste. Donc, si vous voulez, il y a 2 points vraiment de référence, Laplace avec sa mécanique céleste et Poincaré avec la sienne. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir... Alors, science et société, c'est bien la question qui est posée. C'est-à-dire, d'un côté, le groupe des savants, et de l'autre côté, disons, le public. Alors, comment le public réagit au monde savant à l'époque, disons, de Laplace, entre Laplace et Poincaré? Et ceci est assez facile à noter. Je veux dire par là que lorsque Laplace écrit sa mécanique céleste, c'est la première fois qu'on peut déduire la totalité des mouvements du monde à partir de la loi de Newton. Vous savez que l'Académie des sciences de Paris refusait l'attraction universelle, d'ailleurs à juste titre, parce qu'ils pensaient qu'une attraction à distance n'était pas possible, c'était presque de la magie. Et là, le traité de mécanique céleste convainc complètement l'Académie. Très bien. Et donc, tout le long du XIXe siècle, la vision du monde de Laplace prévaut. Alors, cette vision du monde, qu'est-ce que c'est? C'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire les planètes tournent autour du Soleil et elles sont régies par une loi qui est celle de Newton. Et là, je suis persuadé qu'entre les savants qui avaient, si vous voulez, les équations différentielles de Laplace dans la tête d'un côté, et le peuple, c'est-à-dire le passant de la rue,
ils avaient le même monde. Ils avaient la même vision du monde. Vous voyez, il y avait des planètes qui circulaient, alors on ne le savait pas très bien. On savait que la Terre tournait, on savait que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, en gros, si vous voulez, c'est un accord de vision du monde entre la science, entre les savants et le passant de la rue. Et on a de ça des preuves. On a des preuves. La première preuve qu'on a, c'est l'œuvre de Camille Flammarion. Camille Flammarion est un astronome de bonne qualité qui passe toute sa vie à écrire des œuvres et des bouquins de vulgarisation de l'astronomie. Et il y en a un qui s'appelle Astronomie populaire, qui est publié dans les années 1880, qui a un succès colossal, un succès européen, et un succès tel que je crois même savoir, Béatrice, que c'est à cause de cette fortune-là qu'il a fondé les éditions Flammarion. Vous voyez, les éditions Flammarion seraient nées du succès de cette entreprise-là. Par conséquent, l'astronomie populaire a un énorme succès. Et pourquoi ce succès-là? En raison précisément de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le public voit le même monde que le monde savant. Enfin, pas le même, mais vous savez, en gros, la même vision du monde, en gros. Alors Michel Serres, qu'est-ce qui a pu provoquer la rupture entre... ou est-ce qu'il y a une... Avant de parler de la rupture, j'ai besoin de continuer sur le même monde, une minute. Donc c'est le même monde. En effet, Camille Flammarion est le vulgarisateur de la science, celui qui passe des savants vers le public, mais il y en a un autre qui va du public vers la science, qui fait le mouvement inverse, Béatrice, c'est Jules Verne. Jules Verne écrit entre les années 1880 et 1910, et son œuvre, qui est colossale, qui s'appelle « Les voyages extraordinaires », font que chaque livre est un voyage dans un pays, etc., une exploration, mais à peu près chaque livre de Jules Verne explore une science. Par exemple, Le voyage au centre de la Terre explore les strates géologiques qui sont connues à cette époque. La 20 000 sous les mers fait des pages entières de systématiques biologiques des poissons, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y en a même un qui est vraiment du Flammarion, qui s'appelle Les aventures de Hector Servadac, où il y a une sorte de comète qui arrache un petit morceau de la Terre du côté d'Alger, où il y a un officier français qui s'appelle Hector Servadac, qui fait le tour du système solaire. C'est-à-dire qu'il fait le tour du système de la place, vous voyez. Et ces livres de Jules Verne ont un succès fou. Et Jules Verne, là, est la courroie de transmission entre la science et la société. Il y a la courroie à amont, Camille Flammarion, et la courroie aval, Jules Verne. Vous voyez. Et ça, alors, il y a une sorte de, si tu veux, de homogénéité entre la science et la société. Et, bien entendu, ça va être tout d'un coup cassé. Et c'est la réponse à la deuxième question que Béatrice me posait. En effet, en 1906, paraît un livre qui a aussi beaucoup de succès, qui s'appelle « Les atomes » de Jean Perrin. Jean Perrin publie Les atomes à ce moment-là. Et vous qui savez plus de sciences que moi, vous êtes familier sans doute de cette photo du congrès Solvay, une première photo en 1911, une dernière photo en 1927, où les gens qui sont là s'appellent Poincaré, nous y sommes, Poincaré, Einstein, Madame Curie, Léon Brillouin, Max Planck, Dirac, etc., tous les héros de notre science à nous, c'est-à-dire les héros de la relativité d'un côté et de la mécanique quantique de l'autre. Et c'est une coupure énorme. C'est-à-dire que le fait de la découverte de la relativité d'une part et d'autre part des quantas a même surpris les savants eux-mêmes. Rappelez-vous de l'aventure de Max Planck lui-même, qui au début ne croyait qu'à la continuité et qui est obligé, à cause de l'expérience sur le corps noir, d'inventer les quantas. Et donc, il est obligé lui-même de tordre son intuition pour arriver à la science moderne. Et à ce moment-là, Einstein n'y croit pas. Einstein dit à Max Planck, au physicien des quantas,
Dieu ne joue pas au dé. Vous vous rappelez de cette affaire-là? Et les autres lui répondent, arrête-toi, Einstein, de conseiller à Dieu ce qu'il doit faire. Vous voyez? Et là, il y a une sorte de rupture d'intuition. Et à ce moment-là, le public ne suit plus. Et le public ne s'est pas encore guéri de cette coupure-là. C'est-à-dire, l'intuition... Écoutez, je me souviens très bien, il y a à peine 10 ans, au Treil, justement, là où tu es allé pour les livres de la main à la pâte, il y avait une conférence de quelqu'un sur les quantas, à une époque où il y avait un congrès de médecins. Et beaucoup de médecins, à la fin de la conférence, m'ont dit « il se fout de notre gueule, hein, on n'y croit pas du tout ». C'est-à-dire, même les médecins n'arrivaient pas à intuitionner la vision du monde que demandait celui qui expliquait les quantas. Et donc, ce n'était pas le public, disons, le passant de la rue, c'était des gens déjà éduqués. Donc là, il y a une coupure assez gigantesque qui fait que la vision du monde dans le grand, c'est la relativité, la vision du monde dans le petit, c'est la mécanique quantique, et dans les deux cas, le public ne suit plus. Et la coupure est là, Béatrice, tu vois. Et cette coupure-là, elle n'est pas de notre faute ou la faute du public, elle est intrinsèque à la recherche scientifique, à la découverte scientifique. Et je crois que de cette coupure-là, nous ne sommes pas encore complètement rétablis. Voilà une première coupure. Je vais essayer d'en trouver deux autres, pour répondre de nouveau à ta question. Ça, la première... pas besoin de la reposer. C'est ça. Très bien. La première coupure est d'ordre, disons, la vision du monde astronomique ou la vision du monde physique, astronomie physique, si vous voulez. Mais la seconde coupure, qui a lieu un peu plus tard, concerne justement ta spécialité, Béatrice, c'est-à-dire la biologie. Et je me souviens très bien que dans les manuels d'histoire naturelle qu'on nous distribuait quand j'étais en terminale, par exemple, eh bien, ces manuels d'histoire naturelle, tous les paysans pouvaient la comprendre. C'est-à-dire le monde vivant tel qu'il était représenté, avec les espèces, avec la physiologie, un peu d'anatomie, etc., eh bien, il n'y a pas un paysan qui n'ait pas le même monde, vous voyez? Et donc, il y avait là aussi une continuité entre la science et la société. Hein, une sorte de... et j'ai bien connu, moi, les philosophes de la science à l'époque, type Canguilhem, par exemple, qui étaient dans le paradigme qui précède qui? Et qui précède Schrödinger, What's Life? Et c'est la guerre. À ce moment-là, Schrödinger écrit What's Life, et par la suite arrive toute la génétique moléculaire. Et là, évidemment, le paradigme est complètement différent. C'est tout ce que vous savez sur l'ADN, sur la traduction, sur les erreurs de traduction, etc. Bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus, vous en savez 10 fois mieux que moi, 10 fois plus que moi. Mais là, il y a aussi une coupure complète entre le passage entre disons, le paradigme d'avant la guerre et le paradigme d'après la guerre. Et là, de nouveau, la courroie de transmission entre les savants ou la science et le grand public ne fonctionne plus très bien. Vous voyez? Ça, c'est les deux premières coupures que j'appellerais intrinsèques à la science, intrinsèques à la recherche scientifique, intrinsèques à la découverte scientifique. Il y a une troisième coupure. Alors, tu peux me poser troisième à la question. Alors, quelle est cette troisième coupure? Il y a une troisième coupure qui n'est plus intrinsèque à la science, qui est, si vous voulez, un peu plus générale, et j'appellerais plutôt, disons, idéologique. Voilà. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et je dirais pourquoi, ce qui dominait dans l'Europe occidentale, c'était la philosophie telle qu'elle avait été développée justement à l'époque de Laplace. Et cette philosophie-là s'appelle la philosophie des Lumières. Et la philosophie des Lumières, telle qu'elle s'est développée chez les philosophes du XVIIIe siècle, impliquait une philosophie de l'histoire. Et cette philosophie de l'histoire était d'une simplicité romaine. Elle consistait à dire, si vous faites confiance à la recherche scientifique, si vous faites confiance aux découvertes de la science, si vous faites confiance à cette
idéologie du progrès, alors nous irons dans une société qui ira de mieux en mieux. Vous voyez, une sorte de philosophie optimiste qui fait que le développement des Lumières améliorera le sort des hommes, le confort, la santé, etc., et que nous irons tout le temps vers un avenir meilleur. Seulement, la coupure là, ça a été Hiroshima. Et oui, ça a été une coupure énorme. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce moment-là, la philosophie des Lumières régnait. Et une des sous-ensembles, si vous voulez, de la philosophie des Lumières, c'est ce qu'on appelait le scientisme. Et le scientisme, c'est une philosophie du progrès qui consistait à dire que la science était toute bonne et seule bonne. Et à l'exclusion des religions, des idéologies, etc. La science était bonne, mais elle était toute bonne et elle était seule bonne. Et par conséquent, la confiance absolue. Et tout d'un coup, le Manhattan Project, et tout d'un coup, Hiroshima, tout d'un coup, Nagasaki, et tout d'un coup, la suite encore jusqu'à la bombe H. Et là, une crise énorme, et j'en suis le témoin, puisque je suis assez vieux pour l'avoir vécu, une crise énorme dans la société scientifique. Je connais même, moi, des physiciens de cette époque qui ont abandonné la physique pour faire de la biologie, n'est-ce pas, pour ne pas risquer de travailler sur les atomes. Voyez. Et là, il y a une coupure qui n'est pas intrinsèque à la science comme les deux premières, si vous voulez, mais qui est plus générale, plus globale. Et bien entendu, Hiroshima n'a été qu'un exemple, et par la suite, à peu près toutes les sciences ont été touchées par des problèmes de déontologie, des problèmes d'éthique. Il y a eu des comités d'éthique qui ont commencé à se mettre en place, aussi bien dans les problèmes de chimie, dans les problèmes d'alimentation, dans les problèmes de biologie, dans les comités d'éthique des hôpitaux, etc., et même nationaux. Voyez. Et pourquoi ? Parce qu'on avait le sentiment... Mais l'éthique, ce n'était pas pour parler de la morale, chers amis, pas du tout. C'était pour repenser l'idéologie du progrès. Et elle était repensée de la façon suivante, me semble-t-il. Nous étions sûrs que les progrès allaient vers une amélioration du genre humain, en particulier de notre société. Et à mesure que les progrès avançaient, grâce à, je ne sais pas, la politique même de la santé, par exemple, on s'apercevait que chaque progrès avait un coût. Oui, et le coût le plus dur, ça a été Hiroshima. Le progrès du côté des éléments physiques avait coûté Hiroshima. Mais on s'apercevait ensuite qu'à peu près tous les progrès ont une sorte... Il faut les payer. Et tous les progrès ne sont pas tout bénéfices. Il y a aussi, si vous voulez, une sorte de péréquation entre ce qui est le bénéfice et le coût. Je ne sais pas, par exemple, un des progrès les plus faramineux que nous ayons, qui a été notre bénéfice, ça a été, par exemple, grâce au progrès de la pharmacologie, de la médecine, de la chirurgie, etc., c'est l'augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation de l'espérance de vie est telle que je ne serai pas là pour vous parler. Et cette augmentation de l'espérance de vie, elle donne des résultats extraordinaires. Par exemple, voyons, l'espérance de vie, à l'époque du début du XIXe siècle, dans les Caprices de Marianne, Musset fait dire à Marianne « Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 3 ans pour être aimée, 3 ans pour aimer, et 5 ans pour prier Dieu qu'il reçoive votre âme. » Donc il lui donnait comme espérance de vie entre 30, 32, 35, vous voyez ? Et c'était, en effet, cette espérance de vie. Et aujourd'hui, une femme de 32 ans est une jeune fille. Et l'espérance de vie de nos compagnes, aujourd'hui, est montée à 84 ans, n'est-ce pas ? Et ça a des conséquences inouïes sur la société. Voyons, essayons d'en dire au moins deux, trois, je ne sais pas. Par exemple, nos ancêtres, quand ils se mariaient, ils se juraient fidélité pour 5 ans. Je parle statistiquement.
Et aujourd'hui, quand Petite Poussette se marie avec Petit Poucet, il se jure fidélité pour 65 ans. Est-ce que c'est le même mariage? C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Alors on parle de divorce, on parle d'enfants faits à l'extérieur du mariage, etc. Mais c'est l'espérance de vie. Et donc ça a des conséquences. Une autre conséquence qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple, si vous lisez les romans de la fin 19e, Balzac, Dickens, etc., vous trouverez toujours un héros qui a 30, 35 ans et qui bouffe allègrement l'héritage de ses parents. Hein. C'est le héros de... Mais moi, je connais aujourd'hui des gens qui ont pris la retraite et qui attendent toujours l'héritage des parents. Oui, mais ça change tout du point de vue financier dans un pays donné. Non, c'est pas drôle, c'est même tragique. C'est-à-dire, tout le patrimoine et tout l'argent sont désormais aux mains de qui? Eh bien, de ce qu'on appelle pudiquement les seniors. Donc les enfants n'ont plus d'argent pour leurs entreprises. Vous voyez? Et donc il faudra absolument changer les lois de l'héritage très, très vite, parce que tout l'argent s'accumule de ce côté-là. Donc le progrès a des conséquences, et des conséquences parfois tragiques, puisque aujourd'hui on compte que parmi les gens qui ont gagné de l'espérance de vie, 20% sont atteints d'Alzheimer. Et que je crois une grande partie de la budget de la sécurité sociale est consacrée à la dernière année de la vie. Vous voyez? Et donc là, ça devient très sérieux, la question de l'espérance de vie. À propos de ça, Michel, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'idée qu'avait eue un ministre pour réduire le coût de la sécurité sociale? Il y a un ministre qui avait dit, en effet, que puisque la sécurité sociale se ruinait à la dernière année de la vie, il n'y avait qu'à supprimer les subventions pour la dernière année de la vie. Comme si on connaissait... Vous voyez, donc là, il y a une coupure, si vous voulez, dans l'idéologie du progrès, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à... On est d'accord qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais l'idéologie scientifique s'est effondrée. Voilà. Et d'une certaine manière, la philosophie des Lumières est en berne. Et comme la philosophie des Lumières est en berne, nous n'avons plus de philosophie de l'histoire. Et comme la philosophie de l'histoire est en berne, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. Il n'y a que de la gestion économique. D'ailleurs, et il y a une grande différence entre gérer et gouverner, n'est-ce pas? Gérer, c'est une affaire de budget, une affaire de gestion de bon père de famille, si vous voulez, ou d'économie. Mais gouverner, c'est pas ça. Gouverner, c'est se dire le gouvernail, savoir où on est, savoir d'où on vient, savoir où on va. C'est ça le gouvernement, le gouvernail. Et il faut avoir une philosophie d'histoire pour... Et donc, on a perdu ce côté-là, et d'où la réduction des politiques vers la gestion. Et donc, coupure en physique, en astronomie, coupure en biologie, coupure dans les idéologies. Voilà. Alors ça, évidemment, ça devient... Et il y en a une autre coupure qui me paraît plus importante que celle dont je viens de parler. Parce que celle dont je viens de parler, vous pouvez vous en occuper. Mais il y en a une autre qui me paraît beaucoup plus importante, que je peux voir et que peut-être vous ne voyez pas, parce que vous êtes plus scientifique que moi et que je le suis moins que vous. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, les gens qui ont la parole dans les médias, sont tous formés exclusivement aux sciences humaines, à la psychologie, à l'économie, à la sociologie électorale, etc. Aucun ne connaît les sciences dures. Et j'en suis témoin, je peux vous le dire. Aucun ne connaît. Or, si la société est transformée depuis 10, 20, 30, 40 ans, c'est à cause des sciences dures. C'est-à-dire, c'est les sciences dures qui transforment en profondeur la société, et ni les médias, ni les gouvernements ne le savent. Vous voyez ? Et votre problème, là, ça me paraît être celui-là. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'exclusivité des sciences humaines est en train de déchirer nos sociétés entre ceux qui ont la parole et vous qui ne l'avez pas,
et vous qui transformez complètement la société. Vous voyez ? Et là, c'est encore une coupure énorme. Attendez, j'ai pas fini. Excusez-moi, je suis un peu long. Il y a encore une coupure. Oui, oui. Voilà l'état des choses. Je me résume. Coupure intrinsèque, hein, en astronomie et en physique nucléaire, par exemple. Deuxième coupure en biologie, hein, exactement. Troisième coupure dans les idéologies et en éthique. Quatrième coupure, le déséquilibre entre sciences dures et sciences humaines. Savez-vous, chers amis, que le gouvernement actuel et celui qui le précède a le projet faramineux d'installer dans le nord de Paris une université qui s'appellera d'ailleurs Condorcet et qui sera exclusivement consacrée aux sciences humaines. Exclusivement consacrée aux sciences humaines. Bien entendu, vous connaissez tous l'existence dans le sud, à Orsay, d'une université exclusivement fondée sur les sciences dures, n'est-ce pas ? Et on a eu le projet de mettre 150 kilomètres entre les sciences humaines et les sciences dures. Oui. Ça accélère en effet cette catastrophe, évidemment. C'est pour ça que je vous convie maintenant d'écrire Condorcet un peu autrement, étant donné que Orsay est en bas et Condorcet en haut. C'est comme ça que... Et alors, vous voyez, le tableau que je décris là n'est pas un tableau, est un tableau assez lucide, mais je voudrais le renverser. Je voudrais le renverser une seule minute. Écoutez, je ne crois pas que je fais du narcissisme à raconter un peu ma vie. Il se trouve que j'avais une formation scientifique, ensuite j'ai fait l'agrégation de philosophie, et tout naturellement, à la fin, j'ai été épistémologue. Hein. C'est un gros mot pour dire philosophe et historien des sciences, en gros, hein, épistémologue. Et à l'époque, c'était les années... c'était évidemment le néolithique tardif, c'était les années 55, 60, vous voyez ? Oui, paléolithique peut-être, oui, c'est ça. Hein. Et à cette époque-là, des épistémologues, il n'y en avait pas beaucoup, n'est-ce pas ? Il y en avait deux en France, on se connaissait, on se téléphonait même, il y en avait un à Philadelphie, on se connaissait, etc. Donc c'était une spécialité rare, n'est-ce pas ? Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe aujourd'hui que tout le monde est épistémologue. Et oui, si vous prenez un micro-trottoir et que vous alliez dans n'importe quelle rue de Strasbourg et que vous demandiez à telle personne que vous commandez au hasard, qu'est-ce que vous pensez des OGM ? Il a une idée. Qu'est-ce que vous pensez des mères porteuses ? Il a une idée. Qu'est-ce que vous pensez de la chimie ? Il a une idée. Il a une idée sur toutes les sciences. Donc il est épistémologue. Vous voyez ? Et donc il y a eu un renversement colossal qui paraît tout d'un coup remédier à toutes ces coupures. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Vous voyez ? Mais au courant comment ? Vous voyez ? C'est toute la question. Et je pense que justement on pourrait poser cette question, qu'est-ce qui permet en fait, de passer de l'information à la connaissance ? C'est-à-dire, alors, là tout le monde est informé, on sait que les OGM voilà. existent, on sait que... Tout le monde est informé, Voilà. c'est ça. Après, on s'aperçoit justement dans les programmes des partis politiques, puisque c'est l'actualité, que apparemment la connaissance n'est pas là. Alors comment on peut passer de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est possible d'abord ? Alors, voyons, supposons que tu sois postière et moi employé de banque, hein, et qu'on ait le projet tous les deux d'apprendre la mécanique quantique. Alors, on tape sur Internet et on a tout. On a tout. Béatrice, je ne comprends rien, et toi ? Moi non plus, je ne comprends rien. Et on a l'information. On a l'information, mais on n'a pas la connaissance. Voilà la différence. C'est très très simple. C'est-à-dire qu'on est obligé de téléphoner à Quentin Nucci, tu vas nous expliquer. Il nous dit aussi que lui-même, parfois, il a du mal à concevoir le monde. Oui, tu as entendu, Quentin Nucci nous a avoué un jour qu'il avait quelquefois du mal à avoir une bonne intuition sur ce qu'il faisait. Vous voyez, que donc la coupure va très très haut,
même chez les prix Nobel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça qu'il a dit. Oui, très modestement aussi, Oui, je pense. Non, mais lui, c'est un monstre de certainement modestie. une meilleure Oui, connaissance que moi, en tout cas. Ah, oui. Alors bon, c'est ça la différence entre mais si on veut vraiment creuser la question que tu me poses, Béatrice, c'est-à-dire ce que c'est que l'information, on peut dire au moins globalement que l'information a deux sens. Le premier sens, c'est ce qu'on entend dans le poste, ce qu'on lit dans le journal, ce qu'on voit à la télévision, c'est de l'information, le sens de l'info, hein, c'est ça. Mais d'autre part, l'information, ça a une définition physique que vous connaissez encore mieux que moi, c'est la théorie de l'information. La théorie de l'information. Et entre les deux sens, il y a une coupure énorme. C'est-à-dire que l'information au sens, disons, des médias, c'est une information reconnaissable. C'est-à-dire que les médias ne vous donneront jamais une information méconnaissable. C'est-à-dire, ils vous diront toujours ce que vous attendez déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles? Réponse, rien. Mais oui, c'est-à-dire que vous reconnaissez le fait que tel a été élu, vous reconnaissez le fait qu'il y a eu telle catastrophe, tel accident, etc. Tandis que l'information est proportionnelle à la rareté. C'est-à-dire que c'est de la négantropie au sens de Brillouin. C'est ça l'information. Donc elle est proportionnelle à la rareté. L'autre est proportionnelle, au contraire, le moins de rareté possible, le plus de rareté possible. C'est ça la différence. Et du coup, alors, science, société toujours, on entend tout le temps parler de l'innovation aujourd'hui. Mais parlons de l'innovation, s'il vous plaît. Et j'ai entendu, par exemple, Yves Quéré me dire, juste pendant qu'on était en train de bavarder autour du pot, me dire que dans les années, je crois, avant la Première Guerre mondiale, on avait essayé d'améliorer les communications. Alors, pour améliorer les communications, on avait eu beaucoup d'argent dans les études de recherche. On avait essayé d'améliorer les pigeons, et les pigeons voyageurs, forcément, qu'on avait essayé d'améliorer les races de chevaux pour que les chevaux aillent plus vite, qu'on avait essayé de mettre un réseau d'arrêt des chevaux et d'alimentation des chevaux pour que ça aille plus vite. Et puis peut-être qu'on allège aussi les bras du télégraphe Chappe, vous voyez. Puis tout d'un coup est arrivé le télégraphe. Et ça n'avait plus rien à voir, vous voyez. C'est ça l'intérêt qu'il y a entre la vraie innovation. Elle arrive comme un voleur dans la nuit. Elle arrive comme un voleur dans la nuit et personne ne la reconnaît. Il est bien évident que le spécialiste des pigeons et le spécialiste de la reproduction des juments poulinières n'étaient pas tout à fait au courant de ce qui pouvait se passer du côté des équations de Maxwell. Or, c'est justement les équations de Maxwell qui ont voilà. Et par conséquent, là, on voit très bien que l'innovation est une rareté telle qu'il est extrêmement rare que l'inventeur ou l'innovateur soit reconnu. Et je crois que je sais assez d'histoire des sciences pour dire que c'est presque toujours le cas. Que Wegener, la théorie n'a pas été reconnue, qu'Évariste Galois n'a pas été reconnu, Mendel n'était pas reconnu, et ainsi de suite. Les vrais inventeurs, c'est exactement l'exemple de Yves Quéré. Et d'autre part, pour parler d'information, je continue à répondre à ta question, puisque je cite les grands auteurs, j'ai cité Yves Quéré, je voudrais citer Gilles de Houeck maintenant. Et Gilles de Houeck, dans son livre admirable sur l'informatique et les questions algorithmiques, donne un exemple qui m'a ébloui. Il a pris l'exemple du taille-crayon. Mais on peut l'appliquer à 10 autres exemples. Vous avez un taille-crayon, je suppose. Hein. Bon. Et je vous pose une question, cher ami. Combien de temps l'utilisez-vous par an? 3 minutes? Allez, 5 minutes. Une petite heure par an. Très bien. Mais qu'est-ce qui fait le reste du temps, votre taille-crayon? Il ne fait rien. Par contre, il pourrait me servir, il pourrait servir à Béatrice, il pourrait servir à tout le monde. Moi, j'ai un stylo qui ne se taille pas, un crayon à papier sans besoin de taille. Et pourquoi il ne sert pas à tout le monde? Parce qu'on n'avait pas d'informations suffisantes pour savoir qui en avait besoin, comment l'attraper, etc. Alors, c'est vrai pour
tous les produits de la révolution industrielle. Et c'est ce que m'a appris Gilles Dowek. C'est-à-dire, vous avez une voiture, cher ami, une voiture automobile. Combien de temps vous en servez-vous? Elle est 10 fois plus souvent au garage et en stationnement qu'en route. Et par conséquent, elle pourrait servir à moi, à Béatrice, etc., à tout le monde. Par conséquent, la révolution industrielle a été un gigantesque gâchis. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'information. Et dès le moment où on donne l'information, ah oui, mais ça change absolument tout, du coup. La coupure est formidable. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, pourquoi avoir une voiture, puisque ça peut servir à tout le monde? Déjà, la propriété est en train de disparaître. Et d'autre part, la production elle-même des voitures va complètement changer. On a besoin d'en faire comme ça à tire-larigot, vous voyez. Et c'est vrai de tout. Vous voyez. Et par conséquent, là, il y a deux ou trois questions qui se posent pour la science et la société, justement. C'est une question, alors là, d'environnement, pour les voitures automobiles. Le taille-crayon, pour les problèmes d'environnement, c'est moins important. Et puis, d'autre part, les questions de propriété. Peut-être cette propriété va-t-elle changer complètement de définition. Oui. Donc, l'information, la question de l'information est plus profonde et plus importante qu'on ne le croit. C'est pourquoi je cite les grands auteurs, Yves Quéré et Gilles Dowek, qui sont devant moi et qui auraient dû peut-être faire la conférence à ma place. Mais qui peuvent toujours intervenir à tout moment. Merci pour toutes ces précisions. Alors, Yves. Oui. Faire des pigeons voyageurs, c'est une fable. Oui, je sais bien. Mais Yves, je t'ai répondu que ce n'était pas une fable, puisque à la guerre de 14, un certain Philippe Pétain était spécialiste des pigeons voyageurs. Et on raconte même qu'à la Seconde Guerre mondiale, il a dit « Mais où sont les pigeons ?» Donc, ce n'est pas tout à fait une fable. Est-ce qu'il y avait des témoins pour enregistrer cette phrase qui est Mais vous savez, prêtée? Oui, Pétain. Je n'ai pas dit quelque chose que j'aurais voulu dire, mais je suis intéressé par la suite de ces coupures-là dont on parle, dont on a parlé, et qui vous rendent la vie difficile et qui sont une lecture lucide de votre travail de vulgarisation ou d'expansion du savoir. C'est ce qui s'est passé ailleurs que dans les sciences. Regardez ce qui s'est passé en peinture et en musique. Les coupures qu'il y a eu en même temps. Vous voyez, la musique sérielle qui arrive, etc. Dans les années 6, 11, 12, vous voyez. En peinture, l'arrivée de la peinture abstraite par rapport à la peinture précédente. C'est-à-dire, toute la culture est en train de branler, là, à un certain moment. Et le public est paumé. Le public est perdu devant Braque et Picasso, le public est perdu devant les compositions musicales contemporaines, vous voyez. Et donc, là aussi, c'est pas seulement science-société, c'est culture générale société. Excusez-moi d'abord. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que Yves, justement, nous a parlé de deux sœurs jumelles qui sont... Yves... La science et puis la langue, qui sont deux sœurs jumelles. Et je pense que, Michel, tu pourrais peut-être nous dire des petites choses aussi. Sur la langue. Sur la langue. Le fait que la langue, en fait, il n'y a pas de linguiste spécialiste de science. Et hier, on a eu une très très belle conférence de Guillaume Lecointre, qui... d'après ce que Gilles nous a dit, c'était la première fois depuis qu'il avait l'âge de 8-9 ans que la moitié des mots pratiquement lui étaient inconnus. Et donc, ça peut être une entrée, mais... Oui. Du point de vue de la langue, je vais vous raconter une autre coupure, alors qui me concerne plus que vous. Vous savez que j'appartiens à cette organisation criminelle qui s'appelle l'Académie française. Et elle a pour but de faire le dictionnaire de la langue, et c'est qui sert de référence aux autres dictionnaires. Et nous le faisons avec beaucoup d'applications et beaucoup de bagarres entre nous. Vous allez voir pourquoi. Donc, nous avons à notre disposition, depuis déjà quelques années, la totalité des dictionnaires que nos prédécesseurs ont fait depuis Richelieu. Donc, on peut avoir une estimation très très précise de l'évolution de la langue depuis, disons, 4 siècles.
Très bien. Et entre deux dictionnaires successifs, le gradient de différence entre les mots qui perdent et les mots qu'on reçoit est dans une fenêtre entre 3 et 5 000 mots. 4 000 mots, 3 500. Et à chaque dictionnaire, c'est à peu près constant. La fenêtre est à peu près constante. Or, entre la dernière édition du dictionnaire et celle que nous préparons, la différence est de 37 000 mots. Vous voyez, pendant 4 siècles, le langage a été relativement stable, ou invariant par variation, si vous voulez, et tout d'un coup, clac, une énorme coupure. Vous voyez, 37 000 mots. Alors évidemment, on s'est demandé si c'était pareil dans les autres langues, et la réponse est oui, bien sûr, que ça, en portugais, en anglais, en allemand, c'est à peu près les mêmes statistiques. Vous voyez là, on est en train de vivre là une période très intéressante de ce point de vue. Je ne crois pas, Béatrice, que le vocabulaire scientifique soit concerné là. Parce que dans les dictionnaires, les mots que notre collègue a utilisés hier, c'est Gilles Douet qui disait qu'il avait entendu parfois des conférences où il apprenait 2 à 3 mots. Et là, on a eu une pluie, je crois, on en a appris. On ne les retiendra pas, évidemment. C'est ça. Mais ce n'est pas ce vocabulaire-là qui change. J'ai bien étudié la question, je crois que c'est les métiers qui changent. C'est les métiers. Vous voyez, par exemple, les métiers agricoles, par exemple, les métiers agricoles, il y a au moins 100 mots de perdus. Un joug, personne ne puisse que c'est qu'un joug, le soc, le mancheron de la charrue, etc. Tous ces mots sont partis, vous voyez, peu à peu. Et donc, dans le vocabulaire des pratiques et des métiers, ça a complètement changé. Et c'est vrai à peu près dans toutes les langues. Voilà. Là, c'est une coupure importante. Le mot masser aussi. On avait parlé du mot masser, par exemple. Ah oui, parce qu'on dit peser pour le poids, mais on ne dit pas masser pour la masse. Oui, c'est ça. C'est les kinés qui massent, c'est pas les physiciens. Et d'autre part, pour ce qui concerne le vocabulaire scientifique, je suis consterné, absolument consterné, par l'ignorance de mes collègues en matière scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien la langue, ils font partie de cette coupure dont je parlais tout à l'heure. Ils sont très bien formés à l'humanisme, au texte, si vous voulez. C'est de très bons lecteurs de romans, d'essais, etc., des philosophes, des historiens, des théologiens, etc., tout ce que vous voulez. Mais en matière scientifique, presque rien. Et je déplore, par exemple, et s'il y a des vocations parmi vous, il faudrait le faire, il n'y a aucune étude de linguiste réel sur le vocabulaire scientifique. Un linguiste spécialisé dans ce métier devrait s'appliquer très vite à l'évolution du vocabulaire scientifique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc là, il y a quelque chose à dire en supplément. Et peut-être en tant qu'historien des sciences aussi, il y a quelque chose à dire sur cette difficulté à enseigner l'histoire des scienses. Oui. À des gens... Enfin, je vais te laisser la parole, c'est pas à moi de le dire, mais... Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. J'ai été toute ma vie professeur d'histoire des sciences, et c'est une spécialité dont les scientifiques se moquaient et dont les littéraires n'avaient pas accès. Par conséquent, j'étais dans le vide absolu. Vous voyez ? Par exemple, j'avais fait un livre sur Lucrèce en interprétant le clinamen de Lucrèce, vous savez ? Le clinamen de Lucrèce, qui est une rupture de symétrie, ce qui est profond au point de vue physique, et qui est probablement en mécanique des fluides, l'apparition d'une turbulence dans un écoulement laminaire. Vous voyez ? Les latinistes ne comprenaient rien. Quant aux mécaniciens des fluides, ils se foutaient parfaitement du latin. Par conséquent, le livre est dans un ensemble vide de lecteurs. Oui. Et donc l'histoire des sciences, c'est pas commode. Voilà. C'est pas commode du tout. Ouais. C'est pas commode, mais est-ce qu'il y a des cas où, quand même, où on pourrait l'enseigner ? Parce que la Maison pour la Science aimerait quand même justement avancer et trouver de nouvelles pratiques. Dans votre travail, étant donné les difficultés que j'ai lucidement énoncées devant vous, l'histoire des sciences pourrait être parfois une bonne manière, une bonne entrée en matière dans votre travail, je crois. Hein. C'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est que la vaccination.
Oui, mais très peu de gens savent qu'il s'agit de vaches dans vaccination. Alors, vous leur racontez l'histoire du Jenner, qui était un médecin anglais de campagne, et qui avait remarqué, vous savez qu'à l'époque, la grande maladie dont on mourait le plus fréquemment, c'était la variole. Et il s'est aperçu que les jeunes filles qui traillaient les vaches et qui, en secret, en buvaient un peu parce que c'était évidemment contrôlé par le patron, elles avaient moins la variole. Et peu à peu, il s'est aperçu que, enfin, tout ce que vous savez sur la vaccination. Alors, on appelait ça vaccination. Et d'ailleurs, on s'est tellement moqué de lui qu'il y avait dans les journaux des caricatures où on mettait un museau de vache et des cornes à Jenner pour se moquer de lui. Oui. Il innovait. Oui. Je suppose que vous n'avez jamais lu Pline le Jeune, vous qui êtes des biologistes. Et dans la classification de Pline le Jeune sur les animaux et les végétaux, il y a quelque chose qui est passionnant et qui répond à la question de science-société. Quand il décrit une espèce végétale, il la décrit feuilles, fleurs, etc. Puis il décrit son utilité alimentaire, son utilité pharmaceutique et son utilité sociale. Par exemple, il dit le laurier est une plante qu'on cultive pour la tête des généraux, pour des généraux vainqueurs. Et c'est un biologiste, pour lui c'est important. Pour le baccalauréat. Et du coup, tout le monde a oublié ce que voulait dire baccalauréat. Baccalauréat, c'est la baie de laurier. Baccalauréat. C'est la baie de laurier. On le met autour de la tête. Oui. Donc, le côté histoire, ou le côté peut-être utile pour faire rentrer vos enfants dans un monde qui, quelquefois, est très difficile. Et l'histoire, je ne sais pas, par exemple, la photo du Congrès Solvay est tellement extraordinaire qu'on peut la projeter, faire voir qui a fait quoi dans ces circonstances-là. Madame Curie, Léon Brillouin, Schrödinger, Dirac, etc. On peut raconter voilà. L'histoire des sciences est, à mon avis, assez utile pour ça. Oui. Donc si on raconte, ça nous ramène peut-être vers le grand récit ou aussi d'autres façons oui. de se raccrocher à la société, voilà. de raccrocher la science à la société par le récit aussi, qui parfois est décrié, mais parce qu'on est dans les démarches d'investigation, mais il n'y a pas que les démarches d'investigation dans l'enseignement des sciences. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure des Lumières, et les Lumières avaient imposé une philosophie de l'histoire. Et que maintenant, on était un peu en panne de cette philosophie de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la philosophie de l'histoire récemment. Et ça me rappelle une histoire que je peux vous raconter de nouveau, de façon impudique de nouveau. Quand j'ai été élu dans cette association de malfaiteurs dont je vous parlais tout à l'heure, un scientifique de mes amis m'a dit « Maintenant, il faut que tu fasses une conférence à l'Académie des sciences ». Alors, je suis allé à l'Académie des sciences, je n'avais pas un poil de sec, évidemment, devant ces gens qui étaient vraiment des prix Nobel, etc. Et je leur ai dit « Merci beaucoup, messieurs, mesdames, de m'avoir appris tout ce que je sais. Ce que je sais, c'est un peu vous qui en êtes la source. » Puis je me suis arrêté, j'ai dit « Vous savez, vous ne m'avez appris qu'une seule chose, mais elle est décisive. C'est-à-dire, depuis quelque temps, vous savez tous dater vos objets. Depuis quelque temps, vous savez tous dater vos objets. C'est-à-dire que vous, biologistes, vous savez dater l'époque où la première molécule s'est dupliquée. Vous, histoire naturelle, vous savez dater l'origine des espèces, leur évolution, la disparition des espèces. Vous, qui êtes physicien, vous savez parfaitement dater l'arrivée de météorites sur la Terre. Vous, qui êtes physicien du globe, vous savez dater l'origine de la Terre par accrétion. Vous qui êtes astronome, vous savez dater la fin d'une étoile, etc. Vous voyez ? Donc vous savez dater complètement. Et par conséquent, aujourd'hui, si on fait une sorte de somme de tout ce que vous avez découvert, on peut raconter une histoire presque... Ah oui, mais attention, je reviens en arrière. Quand on parle de l'histoire, il faut définir cette discipline. Et cette discipline est définie de la façon suivante. L'histoire est ce qui commence avec l'écriture. C'est l'écriture qui domine l'histoire.
qui décide de l'histoire. Ce à quoi j'aurais dit aux rives historiens, mais il y a aujourd'hui sur la Terre des peuples sans écriture. C'est préhistorique. Donc vous appelez préhistorique des contemporains. Oui, ça commence à... Et donc, on peut trouver des sciences humaines qui pallient ce défaut de l'histoire, avant l'écriture, avant, etc. Vous voyez, la préhistoire, etc. Mais comment les savants arrivent à dater? Alors, je recommence. L'histoire commence avec l'écriture. Et un de mes collègues de l'Académie des sciences, qui s'appelle Dehaene, a fait un très joli livre que vous aviez sans doute lu tous, qui s'appelle « Les neurones de la lecture ». Et il a découvert en sciences cognitives les neurones qui sont chargés de cette activité de lecture. Et à la fin du livre, il se pose une question que j'adore, mais il disait, mais à quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture? C'est vraiment une question à 100 balles. Hein, oui. Et il dit, je ne sais pas, je peux avancer une hypothèse, c'est que nos ancêtres qui n'avaient pas l'écriture étaient tous plus ou moins des chasseurs-cueilleurs, et ils savaient déchiffrer les traces de pas du gibier. Et en effet, un bon chasseur regarde une trace d'un sanglier, il en déduit aussitôt sa taille, son poids, son sexe, s'il est blessé ou pas, si la femelle est pleine ou pas, il sait le lire. Donc il sait lire une trace. Bon, l'écriture, c'est une trace comme une autre. Donc vous voyez, là, il y a une idée. Et donc, chaque science en question déchiffre une trace. Vous voyez ? Et donc, chaque spécialité que vous avez est une spécialité sur un code. Nous y sommes. C'est-à-dire, vous déchiffrez un code. Et en déchiffrant un code, vous rentrez dans l'histoire. Et par conséquent, j'ai eu l'idée de dire, à partir, je ne sais pas, 15 milliards d'années, il y a un grand récit qui se développe sur l'univers, sur la Terre, sur la vie, etc. Mais évidemment, ce n'est pas un grand récit finalisé, bien sûr, où la contingence est toujours là. Mais c'est un récit qu'on peut comparer à l'histoire. Et du coup, mes ancêtres avaient derrière eux comme passé un passé de 4 ou 5 000 ans, tandis que Petite Poucette a derrière elle un passé de 15 milliards d'années. Ça change complètement cette affaire-là. Et par conséquent, interpréter toute trace que vous déchiffrez comme une écriture, ou interpréter l'écriture humaine comme une trace, comme un code à décoder. La maison D'ailleurs, pardon. Je pourrais finir en disant qu'une fois qu'on a cette idée-là sur notre passé, et qu'on fait rentrer le monde, les vivants, etc., dans notre histoire, on n'aura plus de difficulté à protéger la planète. Dès le moment où vous enseignez aux gosses que la Terre, les vivants, faune et flore, les monocellulaires, etc., font partie de notre histoire, ainsi que la planète, de notre histoire, de l'histoire en général, avec un grand H, à ce moment-là, on est réconcilié avec le monde. C'est une des manières de lutter contre les dangers aujourd'hui qui menacent la planète. Et donc de rétablir cette relation science et société dont nous avions entendu tout à l'heure que de nombreuses coupures l'avaient sectionné. C'est ça, c'est-à-dire que, au fond, c'est moins avec l'histoire des sciences dont je parlais tout à l'heure qu'avec cette histoire-là que vous allez peut-être rétablir les possibilités. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que les gens, pour avoir une information, consultaient Internet. Bon, Internet, c'est un immense réseau. À plus petite échelle, les maisons pour la science font partie aussi d'un réseau de 10 structures qui sont peut-être des prototypes. Et apparemment, ce prototype plaît à beaucoup de régions qui souhaiteraient aussi y participer. Et ça nous emmène à la réflexion sur ce que c'est qu'un réseau. Et je crois que votre thèse, votre analyse des travaux scientifiques de Gottfried Wilhelm Leibniz
vous avez amené dans le passé à réfléchir sur ce concept de réseau. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aujourd'hui qui pourrait être utile c'est vrai que... mais c'était il y a plus de 50 ans là, que j'ai fait ça. Oui. En effet, j'avais analysé la notion de réseau à cette époque-là, alors qu'on en parlait beaucoup moins à cette époque, bien sûr. Et le réseau est intéressant comme forme à la fois très ancienne, bien sûr, mais complètement nouvelle tout de même. Au fond, nous ne nous sommes jamais guéris depuis des milliers d'années de la forme pyramidale. C'est-à-dire cette forme pyramidale qui hantait déjà les tombeaux des pharaons et qui a été reproduite sur les rives de la Seine sous la forme de la tour Eiffel. C'est une sorte de vision, non pas du monde, mais de la société en forme de pyramide, n'est-ce pas? Un chef fait beaucoup de sujets, un roi a beaucoup de sujets, un tyran beaucoup de sujets. La télé, un annonceur, beaucoup de comme ça, un journaliste, beaucoup. C'est-à-dire tous les médias sont en tour Eiffel, bien entendu. Les vieux médias, c'est-à-dire journalisme, radio, télévision. Il y a un présentateur et des millions d'auditeurs. Donc on n'est encore pas sorti de cette forme pyramidale et le réseau est la première manière d'en sortir. Et alors, de la même façon qu'il y a dans les médias, par exemple, un journaliste et des millions de sujets qui écoutent, il y a un émetteur et des millions de récepteurs, toujours. Un chef et des millions de sujets. Dans le cas du réseau, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Et ça, c'est très intéressant. Et ça donne l'espoir peut-être d'une autre forme de démocratie qu'on n'a encore jamais mise en place. Voilà. Alors, de nouveau, sciences et société, de nouveaux progrès, de nouveaux paiements du progrès. Nous savons depuis quelque temps quand même qu'il y a des pirates du réseau, d'un côté, type les entreprises dites poutinesques d'abord, mais aussi le fait que Google, etc., a rétabli la forme pyramidale, puisque c'est lui qui est propriétaire de toutes les données. Voyez. Donc la forme pyramidale est toujours la tentation énorme de notre société. On était sans arrêt de la rétablir, alors qu'aujourd'hui, il y a un espoir avec le fonctionnement des réseaux d'arriver à quelque chose comme une nouvelle démocratie. Voilà. C'est mon utopie. Voilà. Cette idée de synthèse, d'analyse de... Oui, c'est vrai. Au milieu des réseaux, tout ça, me semblait intéressante aussi à évoquer. Oui, du point de vue cognitif, si vous voulez, ou épistémologique, ou gnoséologique, un réseau est très intéressant parce que tous les chemins bifurquent et donc facilitent l'analyse, et tous les chemins confluent, c'est-à-dire facilitent la synthèse. Et il y a plus de différence dans un réseau entre l'analyse et la synthèse. Et c'est probablement la première fois que ça nous arrive dans l'histoire de la connaissance. J'avais une question importante qui sera un peu peut-être la conclusion pour que la salle puisse poser des questions ensuite. Donc ma dernière question, donc on a un petit peu compris ces ruptures entre sciences et société, et puis peut-être des espoirs pour les réduire et améliorer cette relation. Et c'est bien le rôle des maisons pour la science. Je voudrais savoir pourquoi il vous semble important, dans le contexte actuel, de renforcer, d'encourager les actions des maisons pour la science, qui sont vraiment nombreuses, puisque plus de 200 ont lieu depuis les 5 années pendant lesquelles la maison a fonctionné. Maintenant, on sait qu'il va y avoir une pérennisation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance de Vous êtes ces les seuls. Voilà. Vous êtes les seuls. C'est-à-dire, jamais la société n'a eu autant besoin de vous. Et pour les raisons que j'ai alignées devant vous. C'est-à-dire, moi, si j'étais dans la Maison pour la Science, je ne cesserais jamais d'inviter le préfet, d'inviter le député, d'inviter les conseillers municipaux, etc. Voyons, si vous saviez un peu de science, peut-être ça changerait. Hein, d'inviter Nicolas Hulot pour lui apprendre quand même un peu de biologie, qu'il en sache un peu quand même, vous voyez, d'inviter
d'essayer de réparer sans cesse toutes les difficultés que j'ai exposées devant vous. Vous voyez. Et effectivement, la première chose, c'est quand même l'enseignement élémentaire. Hein. C'est-à-dire, nous savons aujourd'hui que sur 10 instituteurs, il y en a à peine un qui a une formation scientifique. Et là, le travail sur les instituteurs est très important, vraiment très important. Ouais. Vous êtes les seuls, et vous êtes les seuls pourquoi ? Parce que au début du siècle, justement, au début du XXe siècle, on avait inventé les palais à la découverte. Et c'est un peu la même idée. Avec Perrin. Mais pardon ? Avec Jean Perrin. Oui, c'est Jean Perrin. Ouais. Jean Perrin, les atomes 1906, et juste après, le palais de la découverte. Mais c'était de nouveau une institution centralisée. Elle était à Paris, et elle était... tandis que le fait que ce soit en réseau sur la France vous permet vraiment de toucher le plus de gens possible, mais de les toucher vraiment. C'est-à-dire, moi, je mettrais vraiment l'accent sur l'enseignement primaire et sur l'enseignement des élites. Des élites. Les élites sont ignorantes. Et c'est catastrophique. Voilà. Et il faut que vous enseigniez aux élites. Aux secrétaires de préfecture, etc. Ils ne savent rien, je témoigne. Et c'est très important parce que, je le répète, c'est la science qui fait transformer la société, et ceux qui gouvernent la société n'en savent rien. Voilà. Et vous savez, à l'Académie des sciences, c'est extraordinaire l'ignorance des braves gens. Extraordinaire. Je vous raconterai des histoires à pisser de rire. Ah oui, oui. Je résiste au plaisir de vous la raconter quand même. Un jour, on définissait longueur. Et il disait que c'était vraiment long, la longueur. Oui. Et alors j'ai dit, oui, mais on peut dire aussi 10 puissance moins 6 angstrom. Et c'est très court. Mais c'est pas une longueur. Si, c'est une longueur. Ah bon, ça alors que... Il raconte toujours des histoires avec son accent du Midi, mais personne ne le croit, évidemment. Et il me dit, alors donner la définition de la longueur. Ben, j'ai dit, c'est une dimension de l'espace. À ce degré d'abstraction, comment vous dites ? Voilà. Alors, j'ai du mal. Voyez. Moi aussi, je suis comme vous. J'essaie de cultiver scientifiquement les dites élites. Voilà. N'oubliez pas ça. Les enfants, d'accord, mais surtout les élites, qui sont d'une ignorance absolue. Donc, il faut toujours protéger les forts contre les faibles. C'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que ce sont les élites qui sont informées. Je pense que peut-être nous pourrions conclure la conférence pour que les personnes qui sont dans la salle puissent poser des questions et s'exprimer. Oui, j'aimerais bien vous écouter là maintenant parce que c'est le bon moment de la soirée. C'est vous qui allez parler et pas moi. Je vous écoute. Y a-t-il des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais me promener. Il faut que tu m'aides là parce que je n'entendrai rien. Ah oui, d'accord. Merci. Je vais répéter. Oui, ça fonctionne ? Oui, voilà. Je souhaitais juste en fait avoir votre avis. Enfin, peut-être que ce décalage justement entre la société et les sciences, ça vient peut-être d'un refus, puisqu'il y a certaines blessures justement, des blessures narcissiques qui ont été infligées à l'humanité. Pour Darwin, par exemple, qui n'est toujours pas accepté globalement. Aux USA, par exemple, c'est quasiment pas accepté l'idée d'évolution. Et je souhaitais avoir votre avis notamment sur la sociobiologie, par exemple. Si vous estimiez que, par exemple, expliquer aux gens que l'altruisme est d'origine génétique, c'est quelque chose qui est très difficile et qui va être mal accepté. Donc voilà, il y a peut-être un rejet mécanique en fait, puisqu'il faut que l'homme se replace à sa position. C'est vrai que, je l'ai dit, beaucoup de progrès qui ont été accomplis au 19e, d'abord, puisque Darwin est du 19e, et ensuite au 20e, sont contre-intuitifs.
Alors je ne parlerai pas de blessure, parce que bon, ce n'est pas une blessure vraiment, mais c'est contre-intuitif du point de vue intellectuel, et c'est en effet cette espèce de conversion qu'il faut faire de la tête, vous voyez, de se convertir, c'est-à-dire de changer d'attitude par rapport à une donnée nouvelle, vous voyez, de changer d'attitude. Oui, oui. Ne dites pas blessure, parce que ça fait un peu psy, oui, je sais pas. C'est de Freud, donc effectivement, malheureusement. Les blessures narcissiques, c'est de Freud. Mais bon, effectivement. Et je me demandais, vous aviez été, je crois, assez critique à la pensée de transhumanisme. L'idée que la société, justement, puisse comprendre ce qu'elle est, donc sa part animale, et décider, puisqu'effectivement, il y a des différences de niveau entre nous et les animaux, et pas des différences de nature, décider d'évoluer, justement. Décider de prendre en main ses propres gènes et de prendre en main son évolution. Et je crois que vous avez été assez critique. Je me demandais si vous aviez des arguments pour invalider cette idée ou la mettre de côté, à part le risque des GAFA, bien sûr. Oui. Alors, vous me posez la question sur le transhumanisme, là, en gros. Hein, c'est ça. Alors, pour répondre au transhumanisme, je vous propose une anecdote. Il était une fois une dame charmante et bien éduquée qui a trouvé un métier extraordinaire. Elle a été nommée assistante de direction d'un grand patron du CAC 40. Et elle rentre dans son métier, et elle a un splendide bureau à côté du président, et elle est là 8 jours, 15 jours, 6 mois, et elle s'aperçoit curieusement qu'elle n'a rien à faire, rien. Alors, elle ne voudrait pas perdre son métier, et elle n'a comme solution à sa difficulté que de se multiplier en activités, donner des coups de téléphone, courir dans les couloirs, etc., faire semblant. Et elle réussit parfaitement, en effet, dans cette affaire-là. Et au bout de 6 mois, le patron l'appelle dans son bureau et lui dit « Écoutez, madame, je suis tellement ravi de votre activité, vous faites ça très très bien, que je vais vous donner un assistant. » Alors, elle est dans son bureau, elle attend l'assistant, quelqu'un frappe, et à sa grande surprise, c'est un robot. Et elle a à résoudre la question suivante, comment programmer un robot à ne rien faire? Et la deuxième question, comment programmer un robot à faire semblant de faire alors qu'il n'a rien à faire? Et c'est d'une profondeur incroyable, incroyable. Parce que c'est une très bonne définition de l'être humain, mon cher. C'est-à-dire, le transhumanisme croit, comme tous les Américains, que plus, c'est mieux. Mais si on programme beaucoup un être, on va en faire en effet un pigeon, un serpent, enfin une belle espèce parfaitement adaptée à son milieu, une espèce parfaite. Alors on va faire une espèce. Mais il y a une espèce qui est très différente des autres, c'est une espèce déprogrammée. C'est nous. Nous sommes déprogrammés. Et c'est extrêmement... Les transhumanistes croient que c'est l'homme augmenté qui sera un surhomme. Mais non, c'est l'homme absolument diminué qui est l'homme, vous voyez? C'est-à-dire, comme on est déprogrammé, eh bien, on a de moins en moins d'instinct et de plus en plus d'apprentissage. Et c'est ça la déprogrammation originaire. Par conséquent, le transhumanisme est simplement une erreur. Ni plus ni moins. Moi, je suis très content de cette anecdote, je la trouve vraiment très bonne. Et puis, moi qui suis du sud-ouest, je dois vous avouer, vous êtes ignorant de tout ça parce que vous êtes plein de qualités. Vous savez que la France n'est pas seulement divisée en nord et sud, elle est aussi divisée en est et ouest, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on a le même accent à Bordeaux et à Marseille qu'on est les mêmes. Non, non, non. À Marseille, ils sont fainéants. C'est-à-dire ils ne font rien, comme la dame. Mais nous, on est bien meilleurs que les Marseillais. On ne fait rien, mais on fait semblant de faire. Et donc, feignant, ce n'est pas une gasconisation de fainéant, c'est le participe présent du verbe feindre. Enfin. Et ça,
Et ça, et ça, c'est la définition de l'être humain, vous voyez, je crois. Et le transhumanisme, c'est comique, quoi. Vous savez, avant d'être transhumaniste, il faudrait être humaniste. Vous savez, les choses qu'il raconte, mais c'est déjà dans Homère. Vous le savez peut-être. Dans l'Iliade, il y a un dieu qui s'appelle Vulcain ou Héphaïstos, qui est en dessous de l'Edna et qui a sa forge à l'intérieur de l'Edna. Et vous savez ce qu'il fait dans sa forge? Il fait des robots. Et des robots qui le servent, et des robots qui sont meilleurs que les hommes, etc. C'est mieux. Et le golem juif, qu'est-ce que vous voyez que c'est sinon ça, hein? Et Frankenstein. Voilà, c'est Frankenstein 2 ou 3. Voilà. C'est pas plus que ça. Et on ne parlerait pas de transhumanisme s'il n'y avait pas des milliards à la clé pour faire la publicité. Ce n'est rien du tout. Enfin, à mon avis. On a une autre question déjà là-haut et une seconde ici. Oui, bonjour, et en tout cas, merci beaucoup, beaucoup de votre message. Monsieur Serre, vous êtes vraiment un humaniste moderne. Je suis là. Oui, pardon. Merci beaucoup. C'est mieux si vous vous levez parce que d'en bas, on ne voit rien. Ah oui, pardon. Donc, juste une question. Est-ce que vous pourriez nous donner vos messages que vous pouvez partager avec nous, justement, sur le concept de un genre de processus qui serait de la récession, avec les ressources limitées, avec la protection, justement, de la planète, pour s'arrêter, justement, à cette période scientifiste où le progrès continue et va contre la nature. Donc, j'aurais envie d'entendre, vous, vos messages par rapport à cette position, à ce concept. Si vous me demandiez un message rapide, vous me demanderiez un programme. Et je suis déprogrammé complètement. Je suis un homme, bêtement. Je ne crois pas qu'il y ait... Vous savez ce qu'il y a? La différence qu'il y a entre la science et la croyance dans des... je ne sais pas moi, le créationnisme, des choses comme ça, c'est le paiement, c'est le coût. Une idéologie, ça coûte pas cher. D'un coup, vous avez tout. Avec un message, vous avez tout. La science, ça coûte très cher. Il faut se lever de bonne heure, il faut essayer de comprendre. Dans les cas, il faut expérimenter, dans d'autres cas, il faut démontrer, etc. On ne comprend pas tout le temps, etc. C'est très, très, très cher. Et ceux qui donnent un message comme ça d'un coup, les idéologues, si vous voulez, c'est vraiment pas cher du tout. C'est ça la vraie différence. Vous voyez. Nous sommes des laborieux, quoi. C'est long, c'est dur, ça coûte cher. Voilà. Vous m'avez demandé pour protéger la planète. Comme je n'entends pas, elle me le traduit. Je traduis mal. Et je crois que j'ai répondu pour protéger la planète. C'est l'invention de l'écriture. J'ai répondu par un enseignement du grand récit. Vous voyez, de faire rentrer tout ce qu'on appelle l'environnement. J'ai horreur du mot environnement, comme si nous étions au centre et que le reste est autour. Vous voyez. Non, faire rentrer tous ces problèmes-là dans notre propre histoire. Oui, voilà. C'est comme ça. Donc une autre question. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me permettrai juste une petite remarque et puis une deuxième un peu plus tard. Vous parlez de sciences dures et quand on parle de sciences dures, automatiquement on associe donc les sciences humaines aux sciences molles. Oui. J'ai un petit côté dégradant, donc il faudrait faire attention à ce vocabulaire. Parler par exemple de sciences exactes, c'est plus élégant que les sciences dures. Oui. Ça, c'est une petite remarque que je mets à part. Sur les 4 ruptures dont vous avez parlé, il y en a 3 sur lesquelles on ne peut absolument pas intervenir. Oui. Donc la physique, la biologie et Hiroshima. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas intervenir, on doit intervenir là, justement, pour essayer de renverser le contre-intuitif. Je vous ai averti sur le contre-intuitif. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais j'aimerais revenir sur la 4e, où il me semble que l'on peut intervenir. Oui. Et là, je fais ma deuxième petite remarque. À Strasbourg, il y a l'ENA, qui est quand même une école de nos élites. Oui. On le voit encore suite à cette élection. Il n'y a pas de cours de sciences à l'ENA. C'est catastrophique. Je téléphone au patron en disant « je vais enseigner la physique quantique à l'ENA ».
Et je vous assure qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'ENA qui seraient d'accord. Beaucoup. Et donc mais pas de recherche non plus. Je continue. Oui. On va terminer avec la question. Je continue ma question. Donc cette troisième rupture qui est que finalement nos gérants, et non pas nos gouvernants, nos gérants sont issus des sciences humaines. Oui. C'est un couple finalement, des sciences exactes, les sciences humaines. Oui. Quand il y a un dysfonctionnement dans un couple, là vous avez souligné un dysfonctionnement, oui. Il y a une part de responsabilité des deux membres du couple. Oui. Donc ma question est, qu'est-ce que nous, de sciences exactes, on peut faire pour essayer de changer ça? Alors, je vous ai dit d'essayer d'enseigner un peu à l'ENA, par exemple. Un jour, grâce à l'amitié que j'ai avec Gilles Loec, j'ai été convoqué par le directeur de l'INRIA, c'est ça, pour essayer pour les programmes des années futures. Et je leur avais dit, vous qui êtes informaticien, vous devriez faire des sciences humaines. Ah bon, on va embaucher des sociologues. Surtout pas. Surtout pas. Vous faites, vous, directement des sciences humaines. Inventez des sciences humaines à partir de votre formation. Et ça serait formidable, ça. Parce que je crois que l'avenir des sciences humaines dépend de vous. Beaucoup plus que les sciences humaines. Oui. D'inventer. Ouais. C'est une charge terrible, mais ça serait passionnant de faire ça. Et c'est ça que j'avais dit. Tu te rappelles, Gilles? Oui, ça. Il se trouve qu'il y a une heure à peu près, je racontais à la Maison de la Science l'anecdote suivante, tout à fait réelle. Nous avons écrit il y a 15 ans à peu près avec Hubert Curien, qui a été un grand ministre, un grand monsieur. Il était à ce moment-là président de l'Académie des sciences, donc la signature de la lettre avait beaucoup de valeur. Nous avons écrit au directeur de l'ENA, puisque vous parlez de l'ENA. Et la lettre était toute simple, elle disait, signée par Hubert Curien, nous pourrions créer une sorte de partenariat entre l'Académie des sciences et l'ENA, et je vous propose, la lettre était extrêmement courtoise, pas du tout combinatoire, je vous propose la possibilité d'avoir des conférenciers de très très bon niveau qui feraient des conférences à vos élèves, à vos étudiants, peut-être le soir, vous voyez ça vous-même, c'est évidemment gratuit, nous prendrons les meilleurs et ils feront des sujets extrêmement généraux, pas du tout des petites choses pointues. Voilà, la lettre que proposait Hubert Curien, il y a 15 ans, au directeur de l'ENA. Et je posais la question, et je vous la repose ici, savez-vous ce que le directeur de l'ENA a répondu à cette proposition très honnête? Il n'a même pas pris cette peine, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Vous voyez, il n'a pas répondu, et 15 jours après, j'ai téléphoné, non pas au directeur, parce que je n'ai pas pu l'avoir, mais je ne sais plus très bien, son chef de cabinet. J'ai dit, mais vous avez reçu, il y a 3 semaines... une lettre de M. Curien, tout de même, qui proposait quelque chose. Et le monsieur m'a dit au téléphone, « Ah, oui, je crois bien, oui. Mais non, nous n'avons pas le temps, le programme est trop chargé. » Voilà, et comme l'ENA est à Strasbourg, moi je serais très content que vous repreniez ce bâton de pèlerin pour essayer d'obtenir des... Que un petit-fils de Michel... Je voudrais ajouter que j'ai déjeuné hier matin avec quelqu'un de l'ENA à qui j'ai conseiller ça et qui était enthousiaste. Un élève, oui. Et peut-être que demain, vous aurez peut-être la demande inverse. C'est possible. J'ai injecté ce venin-là. Voilà. En tout cas, à l'école polytechnique, où il y a de la biologie qui est enseignée maintenant, alors que ça ne l'était pas au tout début. Ouais. Ouais. Vous savez, ça fait déjà 50 ans que j'ai écrit un livre qui s'appelait Le tiers instruit, où je demandais ça, qu'aujourd'hui la formation soit équilibrée entre les deux sciences. Alors, excusez-moi de dire dur et doux, je fais que traduire le latin soft et hard, c'est tout. Moi, j'avais une réponse à ça, enfin, un embryon de réponse, c'est qu'effectivement, au niveau du service communication du CNRS en Alsace, on a monté une journée avec l'ENA. Ah. Et donc, il y avait des scientifiques qui étaient venus parler, il y avait eu un échange avec Alain Fuchs même, il y avait une table ronde, et l'après-midi, une partie des énarques avait été visiter des labos. Sauf que malheureusement, ça s'est fait une fois, il y a 3 ans, 4 ans,
et que la directrice a changé, et que depuis, bon, on n'est pas beaucoup au service communication, donc on n'a pas repris en charge ça, on n'a pas boosté le côté communication, mais effectivement, on avait tenté ça. Oui, bravo, il faut recommencer, il n'y a pas de doute. Bon, on s'arrête. Oui. Alors peut-être une dernière question, parce qu'on avait pensé s'arrêter à 19h30. Donc, alors je prends dans l'ordre des bras que j'ai vu se lever tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis désolée. J'ai l'impression d'avoir constaté qu'il y a plus de scientifiques, de sciences exactes, de sciences inhumaines, pour répondre, de sciences inhumaines qui s'intéressent aux sciences humaines et à la philosophie que l'inverse. Est-ce que vous faites le même constat? Et pour moi, c'est pas la question de la difficulté ne peut pas être une explication, parce que quand on s'intéresse à la philosophie, à l'histoire, à la sociologie, c'est terriblement difficile, moi, je trouve. Et je ne comprends pas cette dissymétrie. Je crois que la question est très simple. C'est que les sciences humaines, c'est très facile. Et les sciences dures, c'est très difficile. Donc il est beaucoup plus facile de descendre un escalier que de le monter. Je crois que c'est ça la vraie différence. Vous ne croyez pas? J'ai été pendant très longtemps directeur d'une collection chez Flammarion, où on avait à la fois des auteurs de sciences humaines et des sciences exactes. Et tous les livres commençaient de la même manière. Ceux des sciences humaines commençaient par: écoutez, ce que je vais vous dire est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et il disait des platitudes. Je ne sais pas que les riches, par exemple, avaient plus de moyens que les pauvres. Mais c'était scientifiquement démontré avec une complexité terrible. Et ceux qui faisaient la physique quantique commençaient toujours par: écoutez, c'est très simple, je vais vous expliquer. Et c'était c'était bordélique, évidemment. Oui. Vous voyez, il y a une différence vraiment de Michel, est-ce que ça ne rejoint pas la classification de Auguste Comte, justement? Oui, que, oui. Pour décrire des sciences, on ne va pas les appeler molles ni humaines, mais plutôt humaines, on a besoin de beaucoup plus de descripteurs et d'informations, justement. Voilà. Enfin, voilà, je pense que c'est ça. C'est ça, oui. Une autre question, puis après, on encore. va s'arrêter. La dernière question, parce qu'on prend le train. En fait, ce n'est pas une question, juste un commentaire. Vous avez dit que tous nos dirigeants sont des adeptes des sciences humaines, mais il y en a une qui ne l'est pas, c'est l'exception qui confirme la règle. Madame Le Pen? Non. Kosciusko. Nathalie Kosciusko. Non. Angela Merkel. Ah, oui. Qui est chimiste, quantique, etc. C'est pour ça que l'Allemagne se porte et qui a le courage de parler aux dictateurs, de leur dire leurs faits. Donc vraiment, je pense qu'il faudrait que... je pense que la démocratie serait servie si nos dirigeants étaient plus adeptes des sciences exactes, auraient plus de courage de se mettre vous savez, de défendre la démocratie devant un dictateur. Contrairement à ce que disent les historiens, la Révolution française a été faite par les savants, par des mathématiciens, par des physiciens, par Lavoisier, par etc. Oui. Ah oui. Lavoisier, Lavoisier, il a quand même pris un petit coup sur la tête, enfin sur le coup. Oui, Condorcet. Condorcet, oui. Pas par Orsay, par Condorcet. Parfait. Mais Lavoisier, c'est parce qu'il était fermier général. Et pas parce que c'était un bon scientifique. Parfait, nous arrêtons là alors. On remercie Michel Serres pour sa venue. Un grand merci. Merci à vous.